Le quotidien de l'économie avec Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil. Grant Thornton, l'instinct de la croissance. Dans l'économie aujourd'hui, après l'Espagne, Chypre pourrait être le 5e pays à demander l'aide européenne pour échapper à la faillite. L'inquiétude de Renault pour le marché automobile, la marque aux losanges réclame un nouveau soutien de l'État. Et puis les taux de crédit immobilier au plus bas, Hervé Hatt, le directeur général de meilleurtaux.com, est l'invité de l'Écho. Bonsoir, on commence avec notre chiffre du jour, 6,75%. Le taux des emprunts à 10 ans de l'Espagne, il n'a jamais été aussi haut depuis la création de l'euro. La situation est donc pire que la semaine dernière, signe qu'après un court moment d'espoir, le plan de sauvetage de l'Espagne fait flop. Les marchés financiers et les investisseurs trouvent qu'il y a trop de flou sur sa mise en place. Pendant ce temps, l'agence de notation financière Fitch continue de dégrader en cascade les banques espagnoles. 18 banques régionales l'ont été aujourd'hui après les 2 plus grandes banques du pays hier. À Berlin, Angela Merkel tente de contrer le scepticisme ambiant alors qu'au Portugal, en Grèce ou en Irlande, des voix commencent à s'élever pour dénoncer un traitement de faveur fait à l'Espagne. Elle échappe à un nouveau plan d'austérité. La chancelière allemande rétorque que seule la restructuration des banques sera nécessaire car l'État espagnol fait déjà ce qu'il faut. On l'écoute. Je pense que c'est une bonne chose que l'Espagne ait demandé un sauvetage pour consolider ses banques en difficulté. Car cette situation bancaire n'est pas le résultat d'un manque de réformes macroéconomiques, mais le résultat d'une bulle de l'immobilier depuis des années maintenant. Autre signal envoyé de Paris, cette fois par François Hollande. Le président français affirme désormais que la croissance ne viendra pas des dépenses publiques supplémentaires. Une inflexion notamment sur la question des eurobonds, les emprunts européens qu'il a jusque-là défendus. Et puis notez qu'à Athènes, le chef du parti de la gauche radicale affirme que le programme FMI Union européenne appartiendra à l'histoire après les élections. Y aura-t-il un 5e pays placé sous respirateur artificiel européen? On en vient maintenant à s'interroger sur le sort de la petite île de Chypre, la dernière entrée dans l'euro. Là aussi, ce sont les banques qui sont sur le point de sombrer. Ce soir, le gouvernement chypriote dit n'avoir fait aucune demande d'aide, mais la presse locale ne parle que de cela. Béatrice Blondeau. Chypre va-t-elle suivre l'exemple de l'Espagne? Chypre va-t-elle à son tour demander l'aide de l'Union européenne? La question fait la une de plusieurs quotidiens à Nicosie. Car dans la petite île gréco-turque, les banques sont au plus mal. Fragilisé par son exposition à la Grèce, le 2e établissement bancaire du pays doit trouver 1,8 milliard d'euros d'ici le 30 juin. Une somme équivalente à 10% du PIB de l'île. Seule solution pour le ministre des Finances, appeler l'Europe à l'aide. Même si aucune demande officielle n'a été formulée, des discussions seraient en cours. Nous négocions avec la Commission européenne. Je suis très confiant dans le fait qu'ensemble, et si cela s'avère nécessaire, nous aurons une réponse favorable de l'Europe. Car le PIB chypriote est 60 fois moins développé que celui de l'Espagne. Il ne représente que 0,2% de l'économie de la zone euro. Si Nicosie demande l'aide européenne, ses besoins ne devraient pas excéder 4 milliards d'euros, selon cet économiste. C'est peu, mais avant de recapitaliser nos banques, nous devons prendre les mesures nécessaires pour limiter notre déficit budgétaire. Un déficit qui vaut à Chypre d'être exclu des marchés financiers depuis 1 an, alors que l'île s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union le 1er juillet. Dans l'actualité également, une petite phrase qui ne passe pas inaperçue. Le numéro 2 de Renault vient de tirer la sonnette d'alarme. Carlos Tavares appelle à un soutien du marché auto. En France et en Europe, les pouvoirs publics se doivent d'intervenir. Sous-entendu, s'il ne se passe rien, il pourrait y avoir des conséquences sur l'emploi. Alors que le marché est à la peine depuis 6 mois, à mi-mot, il réclame une nouvelle prime à la casse. Mauvaise idée, juge ce spécialiste joint par Magali Boissin. Le retour de la prime à la casse pour les constructeurs français ne serait pas une bonne idée. On l'a vu pendant les années 2009 et 2010, ça a permis de prévenir un effondrement du marché, mais ça a créé également une distorsion du marché avec une demande qui était beaucoup plus tournée vers les petits véhicules. Mais les effets sont aussi bénéfiques à court terme que néfastes à plus long terme. Donc une aide pour la consommation, pourquoi pas,
Mais des primes à la casse aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Luxe, calme et volupté, disait Baudelaire. Au XXIe siècle, le triptyque gagnant, c'est devenu luxe, vins et spiritueux. Les ventes mondiales de cognac font la fortune du groupe Rémy Cointreau, qui publie ses résultats annuels. Des ventes en hausse de plus de 20% et un bénéfice qui fait un bond de 57%. Il franchit la barre des 200 millions d'euros. Les coulisses de l'exploit se trouvent en Asie. Hubert Coster. Taïwan l'hiver dernier, voici la fête de lancement du nouveau Rémy Martin. En Asie, le cognac est une boisson très branchée. Ce sont les jeunes qui la boivent le plus souvent en cocktail. Et la réussite du groupe Rémy Cointreau repose en grande partie sur le succès de sa marque phare. 60% des ventes de cognac se font en Asie. Le groupe de spiritueux annonce ainsi une croissance de plus de 13% de son chiffre d'affaires à plus de 1 milliard d'euros. Et sa marge, son résultat d'exploitation, est lui aussi en forte hausse. Notre résultat d'exploitation dépasse les 200 millions d'euros, ce qui est aussi une première. Et notre dette n'a jamais été aussi basse. Donc nous avons une très bonne année. Tous nos marchés, toutes nos régions sont en progression et toutes nos marques sont également en progression. Rémy Martin, Cointreau et les 5 autres marques du groupe devraient poursuivre une forte progression dans les années à venir. La stratégie du positionnement haut de gamme se révèle donc très payante. Tout ce qui est haut de gamme a des taux de croissance supérieurs. C'est un petit peu comme le luxe. Nous rapprochons des critères et des scénarios de l'industrie du luxe. Les marques très chères se vendent assez facilement. Dans ce contexte, le directeur général estime que les marges de croissance sont encore très élevées. Inutile donc d'acheter de nouvelles marques, à moins qu'une occasion exceptionnelle ne se présente. Voilà, attention, Cointreau n'en faut tout de même. Jusqu'à la fin de la semaine se tient le Salon mondial de l'armement Eurosatoriste, un tout autre genre. Cette année, les PME sont particulièrement représentées. Si certaines souffrent de la baisse des budgets militaires, toutes celles qui ont franchi le pas de l'international tirent bien leur épingle du jeu. Reportage en région lyonnaise, Christophe Buisine. En créant un système de détection des snipers, la société ACOM a connu un fort développement. Le secteur de la défense représente un quart de son chiffre d'affaires que cette PME réalise pour 80% à l'export. On a rempli un besoin manquant au niveau des forces spéciales américaines. Donc on a été sélectionné à ce moment-là, en fait, tout début des années 2000, pour équiper les forces spéciales américaines. Principal atout de ces PME, la réactivité. C'est le cas de Sorea, leader européen dans la protection de sites sensibles, notamment des bases militaires. Cette PME a toujours investi dans la recherche, mais reste sur un marché de niche. Un marché aussi petit ne peut pas intéresser des grands groupes. Ça ne peut pas les intéresser de construire, d'investir beaucoup en R&D pour construire un produit qui ne générera pas pour eux un chiffre d'affaires suffisant. Les puissants groupes industriels gardent la main sur les gros contrats d'armement, mais sur les autres marchés, les PME se savent désormais incontournables. Le cluster Eden en regroupe 56. Je crois que le grand groupe va être le maître d'œuvre et il a besoin à ses côtés, si vous me permettez l'expression, d'artisans ou de spécialistes dans chacun des domaines. 56 PME, cela représente 4000 emplois et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des entreprises qui ont décidé de s'associer pour augmenter leur poids à l'international. Et dans un instant, l'invité de l'Écho, je reçois Hervé Hatt, le directeur général de meilleurtaux.com. Avec Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil. Grant Thornton, l'instinct de la croissance. L'invité de l'économie avec AJP, association d'assurés pour la retraite, l'épargne et la prévoyance. Partenaire d'AXA. Dans une économie en crise, peut-être une bonne nouvelle, les taux du crédit immobilier sont au plus bas. On en parle avec Hervé Hatt, directeur général du groupe meilleurtaux.com. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurtaux.com, c'est un site internet, ce sont aussi des agences. Vous êtes courtier en crédit immobilier, un bon observatoire de la situation et vous venez de publier vos chiffres sur ce que vous observez en ce qui concerne les taux du crédit. Alors ils sont en nette baisse depuis 6 mois si on prend l'emprunt sur 20 ans. Tout à fait. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le taux moyen sur 20 ans est de 3,92%. Les meilleurs taux pour les meilleurs profits sont à 3,60%.
et c'est une baisse d'environ 40 centimes, 0,40% par rapport au taux moyen du mois de janvier 2012. C'est ça, on était à 4,3 à peu près en début d'année. Exactement. Et donc le plus frappant, c'est qu'au moment où la France a perdu son triple A, beaucoup de commentateurs prédisaient la hausse des barèmes de crédit immobilier. L'inverse s'est passé, la France emprunte moins cher sur les marchés, les emprunteurs empruntent moins cher pour leur crédit immobilier. Oui, parce que les taux de crédit immobilier sont déterminés par le taux auquel la France emprunte sur les marchés. Absolument, c'est la référence que les banques utilisent pour fixer leur taux de crédit immobilier, c'est vraiment la référence sur le marché français. Et quand le taux de l'OAT, donc les bons du Trésor, baisse, assez mécaniquement, les barèmes pour les emprunteurs baissent également. Hervé, ça va continuer à baisser ou ça va rester comme ça? Alors je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, les signaux qu'on a, c'est que la France continue à pouvoir emprunter à des conditions très favorables. La fameuse OAT, le bon du Trésor, donc, a été récemment à environ 2,40%. Donc ça veut dire que les taux restent bien orientés, les banques peuvent se refinancer à des conditions convenables, les taux d'emprunt sont intéressants pour les banques et donc mécaniquement, les taux, les barèmes pour les emprunteurs sont aussi extrêmement intéressants. On est à un point bas. Qu'on n'a pas revu depuis 2010. Donc les conditions en termes de barème de taux sont extrêmement favorables. Donc ça, ce sont des signes encourageants pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Paradoxalement, on observe quand même, d'après les chiffres que donnent les notaires, par exemple, une baisse du nombre de transactions. C'est exact. On a une baisse du nombre de transactions d'environ moins 20% par rapport à ce qu'on a pu observer l'année dernière. Donc ça, c'est une baisse réelle. Il y a beaucoup de facteurs derrière cette baisse. Il y a un facteur psychologique d'attentisme. Beaucoup d'emprunteurs potentiels se demandent quelles seront les conséquences fiscales, réglementaires mises en place par le nouveau gouvernement. C'est une véritable question. Oui. Sur le marché lui-même, est-ce que les prix vont continuer à baisser? Dans le neuf, il y a déjà eu le resserrement des avantages fiscaux. Absolument, les choses ont changé. À côté de ça, les taux sont très intéressants. Donc on voit une baisse du nombre de transactions, mais paradoxalement, on voit des prix aussi qui commencent à baisser. Ça, c'est une réalité. Ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre en France, mais les prix, même à Paris, ont commencé à baisser. Ça varie d'une ville à l'autre, ça varie d'un quartier à l'autre. Mais entre des prix qui commencent à baisser et des taux qui sont vraiment orientés de façon très favorable, l'environnement est finalement assez favorable aux acheteurs. Mais est-ce que les banques, vous qui êtes intermédiaire entre l'acheteur et les banques, ne sont pas frileuses? Elles prêtent à des taux plus bas, mais elles prêtent moins, elles regardent beaucoup plus les dossiers, elles disent non plus souvent? Alors c'est vrai que les banques sont très rigoureuses dans l'examen des dossiers, mais ce sont en général des critères de bon sens. Il n'y a pas eu franchement de resserrement des critères d'octroi, comme on dit, dans toutes les banques. Il y a des critères qui existent, taux d'endettement, apport personnel, situation professionnelle, qui sont des critères souvent de bon sens. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont respectés de façon plus stricte. Ils n'ont pas été franchement resserrés, mais là où parfois les dérogations... Avant, on disait, on va essayer de faire passer votre dossier, c'est moins le cas aujourd'hui. Ça passe encore, mais disons que la qualité de votre dossier est déterminante et les banques sont maintenant plus rigoureuses dans le respect de leurs propres critères. Ouais. Alors, vous avez aussi pointé la situation de Paris en vous demandant qui peut encore, j'allais dire encore, acheter à Paris. Et c'est vrai que là, compte tenu du prix du mètre carré, qui est un des plus élevés d'Europe en moyenne, ça devient difficile. Vous dites par exemple l'acheteur type, un couple, à peu près 8 000 € par mois de revenus et 40% d'apport. C'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. On a des apports, des montants de prêts tout d'abord pour commencer qui sont importants à Paris, des apports aussi qui sont très significatifs. Ce qui fait que les emprunteurs parisiens peuvent encore acheter à Paris, mais il faut savoir que le pouvoir d'achat immobilier a depuis 10 ans baissé. C'est-à-dire qu'avec un même niveau de revenu ou avec un revenu qui tient compte de l'inflation, on peut acheter moins de mètres carrés. Ça, c'est une réalité. On est passé en 10 ans, 12 ans, d'environ 51 mètres carrés de pouvoir d'achat pour un revenu moyen à Paris à 29 mètres carrés. Oui, c'est énorme. Donc c'est une baisse réelle. Ça, c'est vraiment typiquement parisien. Ça, c'est typiquement on n'a pas le même phénomène en province. Vous avez des écarts entre Paris et certaines villes de province qui sont de plus de 1 à 2, parfois quasiment jusqu'à 1 à 3 en termes de pouvoir d'achat immobilier. Sur Paris, donc ça écarte quand même toute une catégorie de la population de la capitale. C'est exact. Et même d'ailleurs dans les acheteurs parisiens, il y a beaucoup d'acheteurs parisiens qui achètent pas à Paris. Puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'environ la moitié des gens qui viennent chez nous achètent dans Paris et l'autre moitié achètent en dehors de Paris, soit en banlieue, soit même en province. Hervé, hâte d'un mot, le marché vous paraît sain en ce moment? Il peut être porteur ou quand même plombé par la crise? Alors, le marché français est très différent des autres marchés européens parce que le marché français a toujours été en déficit structurel de logement. C'est une vraie différence par rapport à des pays limitrophes que je ne citerai pas. On a chaque année en France un vrai déficit de logement. On n'a pas l'Espagne qui se retrouve avec 1 million de logements vacants sur les bras. On a un déficit qui a été chiffré par de nombreuses sources chaque année de logements, que ce soit de l'ancien ou du neuf. Il n'y a tout simplement pas assez de logements à vendre en France, en région parisienne et dans Paris. Ça pousse les prix à la hausse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix. Ça a toujours poussé les prix à la hausse, mais je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à 8 260 € du mètre carré à Paris, à un niveau très élevé. Ouais. Ça commence un peu à baisser. En région
En région, ça baisse également. Mais fondamentalement, quand vous avez un déficit de logement et des taux d'intérêt qui sont bien orientés, il peut y avoir un peu de blocage, un peu d'attentisme, mais il serait très improbable que le blocage dure très longtemps. Et logiquement, le marché français de l'immobilier reste un marché porteur parce qu'on a besoin de logements. Merci à vous, Hervé Hatt, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de meilleurtaux.com. L'info continue sur LCI. Bonsoir.